vendredi et le traditionnel conseil des ministres s'est tenu au palais de Kosiam. L'une des grandes décisions prises à ce conseil, c'est l'autorisation de ratification d'un prêt de plus de 22 milliards de francs CFA auprès du Fonds saoudien de développement. Ce fonds servira à la réhabilitation de la route Waiguya-Djibo. Des précisions dès le début de ce journal. Dans ce journal, nous irons dans le Pastoré et les Zondoma, deux provinces où les producteurs s'adonnent de plus en plus à la culture de nouvelles variétés de niébé. Ces spéculations ont la particularité d'être d'un cycle court. Elles présentent également des avantages sur les plans alimentaires et économiques, selon les producteurs que vous entendrez tout à l'heure. Et puis au lendemain des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU contre la Corée du Nord, Pyongyang a réagi. Il promet aux États-Unis la plus grande douleur qu'ils n'aient jamais connue de leur histoire. Le Conseil de sécurité a pris les sanctions contre la Corée du Nord à la demande de Washington. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, sachez que le président malien est arrivé ce soir à Ouagadougou. Pour l'heure, peu d'informations ont filtré sur l'objet de sa visite dans la capitale burkinabé. Mais la situation sécuritaire dans les pays du G5 Sahel pourrait être au centre de cette visite, puisque le président malien était auparavant au Tchad et au Niger sur le même sujet. Ali Doubadini et Draman Guéné. À sa descente d'avion, Ibrahim Boubacar Keïta est accueilli par Roch-Marc Christian Kaboré à l'aéroport international de Ouagadougou. Aucune déclaration n'a été faite, mais tout porte à croire que le président malien est au Burkina dans le cadre de sa tournée sous-régionale pour le compte du G5 Sahel. L'idée donc est de faire le point sur les contributions de chacun des pays membres du groupe et sur leur positionnement en prélude à la 62e Assemblée générale de l'ONU. Le président malien avait reçu lundi dernier son homologue mauritanien afin de se retrouver hier au Tchad et ce matin au Niger avant d'atterrir ici à Ouagadougou ce soir. Le premier bataillon de la force anti-djihadiste pourrait donc être opérationnel dès la fin du mois. C'est ce qui a été annoncé en début de mois lors de l'inauguration du poste de commandement du G5 Sahel à Savary au nord de Bamako et rapporté par nos confrères de RFI. Le Conseil des ministres de ce 13 septembre a autorisé la ratification d'un accord de prêt de plus de 22 milliards de francs CFA avec le Fonds saoudien de développement. L'exécutif burkinabé a également pris des mesures pour ériger certains centres universitaires polytechniques en universités. Autre sujet évoqué, le programme de commémoration de la résistance au coup d'État de septembre 2015. Plus de précisions avec Issa Kawedrago et Ismaël Diloma Sirima. Pour le deuxième anniversaire de la résistance au putsch de septembre 2015, le gouvernement prévoit une commémoration symbolique. Nous aurons donc à partir de vendredi et ce jusqu'à dimanche des offices religieux en mémoire des personnes défuntes dans cet triste incident-là. Nous avons ensuite le jeudi, demain, le nettoyage du cimetière de Gounguin. Nous avons ensuite le samedi un dépôt de gerbes au niveau du cimetière. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté 3 décrets pour le compte du ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Il s'agit de l'érection des centres universitaires de Fada, de Dédougou et de Waiguya en université. Désormais ces centres universitaires qui étaient rattachés à Ouaga seront entièrement des universités à part entière. L'objectif étant d'arriver à ce que pour 2020, elles reçoivent ces 3 entités-là à peu près 19% du potentiel bachelier. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil des ministres de ce 13 septembre a autorisé la ratification d'un accord de prêt avec le Fonds saoudien de développement. Pour le financement partiel du projet de construction et de bitumage de la route nationale numéro 23, Waiguya-Djibo. C'est une longueur totale de 115 km et le financement partiel obtenu par cet accord-là est de 22,2 milliards de francs CFA. Le Conseil a également donné son accord pour la réhabilitation de 12 voies à l'intérieur de Ouagadougou. Des réhabilitations qui devraient coûter plus de 7 milliards de francs CFA. Près d'1,2 milliard de francs CFA, c'est le montant de la convention signée hier entre l'USAID et le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Cet appui financier du SILS est destiné d'une part à améliorer la sécurité alimentaire dans les zones bénéficiaires. D'autre part, il servira au renforcement des capacités des acteurs de la promotion du monde rural. Sié Dilarien et Maxime Zongo.
2 030 000 dollars américains, soit plus d'1 milliard de francs CFA. C'est le montant que l'USAID met à la disposition du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. La sécurité alimentaire, la promotion de la paix, le renforcement des capacités, autant de secteurs qui en seront bénéficiaires. Une convention qui va dans le sens de l'appui de l'USAID au programme mis en œuvre par le SILS dans ces 13 États. Programme lié à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, programme lié à la lutte contre le changement climatique, la désertification, programme lié à la formation, programme lié à la maîtrise de l'eau. Depuis sa création, il y a plus de 4 décennies, le SILS a toujours bénéficié de l'appui de l'USAID et cette subvention représente une tranche supplémentaire d'une convention qui s'étend sur 5 ans. L'engagement de Washington continue pour appuyer le SILS, mais aussi pour la région, pour soutenir les efforts pour lutter contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire, encourager l'intégration économique régionale. Cet appui financier, selon son secrétaire exécutif, permettra également au SILS de mener à bien ses réformes institutionnelles, mais aussi organisationnelles, surtout à la veille du sommet des chefs d'État qui se tiendra bientôt au Niger. Créé il y a 44 ans, le SILS regroupe 13 États de la sous-région qui ont mis en commun leurs efforts pour lutter contre les effets de la sécheresse. Le Fonds monétaire international laisse parler son cœur au profit de l'orphelinat Oum Kizito. À travers son directeur général adjoint en visite au Burkina Faso, le FMI a remis ce mercredi un appui financier à cet orphelinat qui accueille présentement 45 pensionnaires. Une façon pour l'institution financière d'encourager les responsables de Oum Kizito et de contribuer à l'épanouissement des pensionnaires. Le reportage de Kostoun Koulibaly et Mariam Daou. Un chèque de 4 100 000 francs CFA, c'est le soutien financier qu'apporte le Fonds monétaire international à l'orphelinat Oum Kizito. Ce don du FMI vise à contribuer à la prise en charge de ces enfants vulnérables. C'est très important d'aider les peuples burkinabés, pas seulement de discuter l'économique. Aussi, c'est très important de protéger les vulnérables, les pauvres. On a vraiment été émus de voir des enfants en si bas âge être vraiment déjà dans la nécessité. Et juste pour dire que ceci est un début. Alors, le Fonds monétaire ne s'occupe pas seulement des politiques macroéconomiques, comme on a aussi des collectes de dons à l'interne. Maintenant qu'on a établi un contact avec Oum Kizito, on va essayer de les aider de plusieurs façons différentes. Un geste de solidarité bien accueilli par cette structure de l'Église catholique. Une structure qui héberge présentement 46 enfants orphelins ou abandonnés de 0 à plus de 3 ans. Et nous sommes très contents de recevoir le FMI et pour le don qu'ils nous ont donné, nous sommes très touchés. Ce don qui contribuera à la prise en charge de nos enfants. Demandons à tous ceux qui peuvent et qui veulent nous aider de le faire sans hésiter. Cette visite de la délégation du FMI à l'orphelinat Oum Kizito est une première et est désormais inscrite dans le livre d'or. Elle rentre dans le cadre du séjour du directeur général adjoint du FMI au Burkina Faso. Autre point de l'actualité, et je vous invite à découvrir le pain faso d'Anfani, retenu pour la Journée internationale de la femme, édition 2018 au Burkina Faso. Ce matin, la Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso a présenté ce pain à ses membres et aux journalistes. Le prix du pain faso d'Anfani du 8 mars 2018 n'est pas encore fixé, mais il sera mis à la disposition du public dès le mois d'octobre prochain. Roger Kam et Monira Kerry. Voici le pain officiellement retenu pour le 8 mars 2018. Présenté par la Fédération nationale des tisseuses du Burkina, ce faso d'Anfani est tissé sur un fond blanc sale avec des rayures rouges et violettes au niveau des bordures. Motif unique sur toute l'étendue du territoire national,
Ce pain est retenu à l'issue d'une compétition qui a opposé les tisseuses des 13 régions du Burkina. Les 3 échantillons de chaque région retenus devaient faire objet de présélection au sein de la fédération pour voir ceux qui répondent aux critères, notamment la contexture et les dimensions et même les couleurs. Afin d'éviter les contrefaçons, ce motif du 8 mars est protégé par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Quant aux critères qualité, quantité et même prix, la fédération rassure, toutes les mesures sont prises pour satisfaire la clientèle. On s'est pris plus tôt, c'est pour pouvoir en tout cas arriver à la qualité, arriver à satisfaire tout le monde. Et en tout cas, quant au prix, c'est comme on l'a dit, nous allons revenir là-dessus pour vous dire clairement c'est combien que va coûter un pain. Participation de la femme à la gouvernance, état des lieux, défis et perspectives, c'est le thème retenu pour le 8 mars 2018. Un thème qui sera extemplié sur ce pain dont la disponibilité est prévue pour le mois d'octobre prochain. Les méthodes à utiliser et les actions à entreprendre pour mieux sauvegarder l'environnement ont été expliquées au cadre de l'environnement de la région de la Boukoudimoun. Ils ont suivi une formation sur le sujet hier à Dédougou en vue de mieux accompagner les populations dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. Cette formation a été organisée par le programme d'investissement forestier en collaboration avec le programme de réduction de la déforestation et de la dégradation de l'environnement. Le reportage est signé Edouard Ouedraogo. Réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts afin de protéger l'environnement et lutter contre la pauvreté. C'est ce que veut atteindre le programme d'investissement forestier PIF en organisant cette formation au profit des cadres de l'administration environnementale à Dédougou. Au cours de la formation, plusieurs aspects seront développés. Nous allons donner une introduction sur la RED+. Ensuite, nous allons parler des actions que nous devons mener sur le terrain pour pouvoir réduire un tant soit peu les émissions à gaz de serre. Pour pouvoir être efficace sur le terrain, il faut que les premiers acteurs, qui sont les cadres de l'administration, puissent en tout cas maîtriser ces informations. Des informations qui permettront aux participants d'être des relais auprès de leurs agents ainsi que les populations. Les cadres qui sont chargés de la conception donc des actions de développement, des stratégies de développement, ils puissent et à leur retour être des relais au profit de leurs agents, au profit des techniciens, auprès des populations qui interviennent dans les forêts et autour des forêts. Pour les organisateurs de la formation, les actions menées pour lutter contre la dégradation de l'environnement seront capitalisées et des récompenses sont prévues pour ceux qui s'investissent dans la lutte contre la déforestation au Burkina Faso. Rendons-nous à présent dans la région du Nord où plusieurs acteurs du monde rural s'adonnent à la culture du niébé. Individuellement ou en groupement, les producteurs s'intéressent de plus en plus aux nouvelles variétés de niébé qui ont la particularité d'avoir un cycle court. Au stade actuel de la campagne agricole humide, ces spéculations présentent une physionomie qui augure de bonnes récoltes. Constat dans quelques champs dans le Pastoré et le Zondoma, dans ce dossier signé Irénée Kabouré et Moussaki. Pasteur David Nanema est producteur à quelques encablures de la ville de Yakou. L'an dernier, il a expérimenté la variété comme calé sur une petite portion de son champ. À la récolte, il était satisfait du rendement. J'ai touché un peu l'année passée et j'ai vu que c'est bon. Maintenant, j'ai fait plus, j'ai envie d'aller toujours en avant. Si j'ai récolté ça, je vais garder. Et après, je vais vendre. Au stade de la formation des fleurs et des gousses, la production du niébé est aussi l'affaire des femmes dans les provinces du Pastoré et du Zondoma. Les groupements féminins disent préférer la variété comme calé. Objectif, vendre les récoltes pour renforcer leur caisse d'épargne. Nous avons fait le choix de la variété comme calé car nous allons avoir un bon rendement.
Nous vendons ce que nous récoltons pour notre caisse et après cela, nous octroyons des crédits aux femmes du groupement. Avec la variété améliorée, on peut avoir 2 tonnes à l'hectare par rapport à la variété locale où à l'hectare, on ne gagne que 400 kg à 500 kg. Les 45 villages, on a eu 400 kg seulement de niébé. Donc les gens veulent. Les gens savent qu'avec cette variété-là, ils peuvent gagner plus. Mais à notre niveau-là, on ne peut pas satisfaire en tout cas les producteurs. Bienvenue sur le site des producteurs semenciers de Toubnyango dans le Zondoma d'une superficie de 14 hectares. Ici, on trouve des variétés comme Calais et Tilgré avec pour seul but la vente. Pour les techniciens de l'agriculture, les paquets technologiques sont bien respectés. Les techniciens nous disent de cultiver 14 jours après avoir semé et attendre autres 14 jours pour venir sarcler. Nous enlevons toute autre variété qui sort à côté de celle que nous avons semée. Nous avons respecté tout cela. L'État burkinabé octroie gratuitement aux femmes productrices les semences de niébé. De son côté, l'INERA, qui est une institution de recherche, abat un travail remarquable sur le terrain. Pour cette campagne agricole 2017-2018, il a aménagé 5 hectares pour la production de semences de base des variétés comme Calais et Tilgré dans la province du Zondoma. Nous partons de ce que les producteurs veulent pour ensuite mettre en place la variété et c'est eux ensuite qui vont évaluer la variété et nous remonter les insuffisances et les forces. Et ainsi, on corrige, on fixe la variété et on met à leur disposition. L'intérêt de la culture du niébé est bien là. Des parcelles d'expérimentation sont aménagées à Tamounouma pour désormais voir les variétés qui résistent mieux aux maladies et au manque d'eau. L'idée est d'augmenter à tout coup la production du niébé dans les 2 provinces. C'est en collaboration avec l'INERA que chaque année, nous mettons en place effectivement ces parcelles-là, en collaboration avec également les producteurs sur le terrain, pour en tout cas sélectionner des variétés à même de répondre aux besoins des producteurs. Bon, la mal, chaque année, la province dégage une production de 13 000 à 14 000 tonnes. Et cela, vraiment, c'est de façon dynamique. Pour la campagne agricole de cette année, la province du Zondoma, à elle seule, atteint une production d'environ 15 000 tonnes de niébé. Mais le véritable problème qui se pose à la filière reste la commercialisation. Depuis le 11 septembre dernier, les administrateurs des sociétés à capitaux publics sont en formation à Bobo Dioulasso. Cette formation qui se tient jusqu'au 30 septembre prochain porte sur le rôle et la responsabilité de ces administrateurs dans la gestion axée sur les résultats. La formation a été initiée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat qui veut plus d'efficacité dans le travail des administrateurs des sociétés à capitaux publics. Manika Yen, Siri Kimilogo et Moussa Stano. Faire des sociétés d'État un moteur de développement économique, telle est la vision du gouvernement burkinabé. Et pour atteindre cet objectif, les responsables des sociétés à capitaux publics renforcent ici à Bobo Dioulasso leurs capacités. L'administrateur, c'est comme quelqu'un qui commande, c'est quelqu'un qui gère. Et qui parle de gestion doit parler aussi de prévention. Gérer, c'est prévoir. Et il faut d'abord savoir sur quelles sont donc les difficultés. Il faut les connaître d'abord, il faut les identifier et en vue donc de solutionner les difficultés qui plombent effectivement l'avenir ou le développement réussi donc de la société qui sera donc à leur charge. À travers cette formation, le gouvernement entend ouvrir un cadre d'échange aux administrateurs, un cadre qui devrait leur permettre d'acquérir plus d'expérience en technique d'identification des risques et d'élaboration des plans de gestion axés sur les résultats. En termes de nombre d'administrateurs, un total de 750 administrateurs divisés en 3 groupes, soit en moyenne 250 par groupe. Pour définir une stratégie d'une société, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'une stratégie. Il faut savoir où on veut amener sa société. Et il faut savoir l'environnement dans lequel on se trouve, sans quoi on ne peut pas définir une bonne stratégie. Cette rencontre marque le début d'une série de 3 sessions de formation au profit des responsables des sociétés à capitaux publics, une initiative qui est cette année à sa 18e édition.
Autre point de l'actualité, les gestionnaires des salles de spectacle et de cinéma sont en concertation depuis hier à Zignari. Une concertation qui devra déboucher sur la mise en place des réseaux de diffusion des biens et services culturels. Elle permettra aussi de créer une structure qui regroupe les administrateurs et gestionnaires de salles de spectacle et de cinéma au Burkina Faso. Le reportage de Konsun Koulibaly et Kadi Isanogo. Une meilleure organisation des acteurs de la diffusion des produits des arts, de la scène et du cinéma pourrait contribuer à améliorer les revenus des acteurs de ces deux filières. C'est dans cette optique que la direction de la promotion des industries culturelles et créatives du ministère en charge de la culture a décidé de mettre en place le réseau des administrateurs et gestionnaires des salles de spectacle et de cinéma du Burkina Faso. Un réseau qui va contribuer à la professionnalisation des acteurs de la diffusion par les échanges d'expériences et permettre la mutualisation des efforts. La mise en place de ce réseau est en tout cas une stratégie pour nous, pour pouvoir donner plus de vitalité à un certain nombre de salles, c'est-à-dire des spectacles et des cinémas, c'est-à-dire à travers effectivement tout le pays. Si vous avez bien remarqué, à part peut-être quelques salles, c'est-à-dire au niveau de Ouagadougou, et peut-être un peu, c'est-à-dire à Bobo, qui arrivent à organiser régulièrement un certain nombre de spectacles. Dans les autres régions, ce n'est pas forcément le cas. Nous, on est contents, on est tout heureux. Par ma voix, je pense que tous les autres exploitants de salles de cinéma sont heureux que le ministère nous accompagne. Vous savez, dans le cadre du PPP, il est important aujourd'hui que le partenariat privé-public montre vraiment ses avantages. Plus on est unis, plus on aura une bonne vision et plus nos salles de cinéma pourront réouvrir. Et en plus, c'est qu'aujourd'hui, ça nous permettra de pouvoir nous mettre dans l'actualité. Au cours de cette rencontre, une assemblée générale constitutive du réseau est prévue. Elle va permettre la lecture et l'amendement des textes et l'élection d'un bureau. Et pendant ce temps, le Festival du cinéma africain de Koribga au Maroc continue de dérouler son programme. En dehors des projections, ce festival est aussi une occasion de débat et de critique pour un meilleur rayonnement du 7e art africain. Les discussions sont souvent houleuses, mais toute la chaîne du cinéma reconnaît le caractère constructif des échanges. On fait le point avec Martin Ouedraogo et Mireille Carole Touma. De jour comme de nuit, les projections font place à la critique cinématographique. À la barre pour cette journée, on a entre autres Frontières d'Apolline Traoré, L'orage africain du béninois Sylvestre Amousso, Nothing Going On de l'Ouganda. Entre suggestions, questions et débats houleux, c'est de bonne guerre que les réalisateurs se soumettent à l'exercice. Ça ramène le film à une dimension de chaque téléspectateur qui l'a suivi. Il a sa façon de voir les réalités, il a sa façon d'analyser. Et du coup, tu sens comme si soit tu n'y comprends rien ou tu comprends beaucoup plus. Et c'est devant des cinéastes, réalisateurs, distributeurs, journalistes, critiques, bref, l'ensemble des professionnels du 7e art venus de tous les horizons, que les opinions se donnent. Une opportunité d'échange d'expérience. Critiquer un film, ce n'est pas seulement d'étaler les insuffisances du film, mais d'aller au-delà même du regard du réalisateur. C'est le moteur, c'est le dynamo pour promouvoir les films, notamment les films africains dont notre sujet. Le Festival du cinéma africain de Korigba entend donner une image reluisante du cinéma africain. Aussi, faut-il proposer des œuvres de qualité, d'où l'importance de ces cadres d'expression. En Birmanie, des milliers de Rohingyas continuent de fuir vers le Bangladesh pour échapper aux violences. Les membres de cette communauté musulmane sont la cible de l'armée depuis quelques semaines. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce mercredi au sujet de la persécution de la minorité musulmane en Birmanie. Le Bangladesh appelle le Myanmar à rouvrir ses portes aux réfugiés Rohingyas.
La première ministre Sheikh Hasina a visité ce mardi le camp de Kutupalong où s'entassent des milliers de personnes issues de cette communauté musulmane apatride persécutée depuis des années par l'armée birmane. Nous sommes des êtres humains. Je sais ce qui s'est passé. En 1971, cela nous est arrivé. Nous connaissons cette expérience. Comme vous le savez par ma sœur et moi-même, ma famille a été assassinée. Nous étions à l'étranger. Nous avons dû vivre réfugiés à l'étranger pendant des années. 370 000 Rohingyas ont dû fuir le Myanmar après ce qui s'apparente selon l'ONU à du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité perpétrés par l'armée birmane. Vive protestation à Genève ce mardi du délégué birman. Utiliser de tels termes sans preuve concrète va ternir la réputation de ce bureau. Le groupe terroriste qui se fait appeler Armée du Salut des Rohingyas Arakan incite les gens à quitter leur maison en leur donnant de faux espoirs de relogement dans un autre pays. La pression est encore montée d'un cran sur le Myanmar avec de nouvelles manifestations de communautés musulmanes comme dans le nord de l'Inde, à Ludhiana. La Corée du Nord promet aux États-Unis la plus grande douleur qu'ils n'aient jamais connue de leur histoire. Pyongyang réagit ainsi aux sanctions adoptées à son encontre hier par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ces sanctions soutenues par la Chine et la Russie ont été prises à la demande de Washington. Au lendemain des sanctions adoptées à l'unanimité contre la Corée du Nord, Donald Trump n'a pas caché sa déception. Les Américains auraient aimé des sanctions beaucoup plus dures, mais ils ont dû faire des concessions pour avoir le soutien de la Chine et de la Russie lors du vote au Conseil de sécurité. Nous pensons que c'est juste un autre tout petit pas, pas quelque chose d'énorme. Mais est-ce que ça aura un impact? En tout cas, c'était beau de voir 15 votes pour et 0 contre. Mais ces sanctions ne sont rien par rapport à ce qui devra se passer à la fin. Ce mardi, la Corée du Nord a réagi par l'intermédiaire de son diplomate en poste à Genève. Le régime de Washington a finalement opté pour la confrontation politique, économique et militaire. Les mesures que prendra la République populaire démocratique de Corée infligeront aux États-Unis la plus grande douleur qu'ils n'aient jamais connue de leur histoire. Les sanctions adoptées lundi contre Pyongyang visent notamment à interdire ses exportations de textiles et réduire ses approvisionnements en pétrole. Certains analystes restent sceptiques quant à leur efficacité et surtout leur mise en œuvre par la Chine, principal partenaire commercial de la Corée du Nord. Et pendant ce temps, les Américains et les Russes poursuivent leur conquête de l'espace. 2 Américains et 1 Russe à bord d'une fusée Soyouz sont arrivés à la station spatiale. Une preuve que les divergences politiques des différents États n'affectent pas la coopération dans les domaines de la conquête de l'espace. La séquence qui suit pourrait s'intituler « Salut les copains ». Une fusée Soyouz avec 3 spationautes à bord s'est amarrée à la Station spatiale internationale. Ils rejoignent 3 autres occupants de l'ISS. Le Russe Alexandre Missourkine y fêtera ses 40 ans, le 23 septembre. Avec lui, 2 Américains. Les tensions politiques de la planète Terre n'affectent pas la recherche spatiale. Joseph Acaba est d'origine portoricaine. Il a promis d'emporter de la musique latino et la voix de Shakira a déjà résonné dans l'espace. Le second Américain, Mark Van de Haye, a fait ses adieux sur Twitter au lit normaux pendant 6 mois et prié pour les victimes des cyclones Harvey et Irma. Le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition au Togo est analysé par la plupart des quotidiens burkinabés dans leur parution de ce 13 septembre. Les journaux évoquent également l'affaire de détournement de fonds au CIAO et la crise qui secoue la commune rurale de Sapone. Voici la revue de presse de Vincent Tchendrebego. À la une de Citoyen, l'affaire de détournement de 251 millions de francs CFA au CIAO. Le journal nous informe que le délibéré qui était attendu hier a été prorogé au 26 septembre. 2 personnes sont mises en cause dans cette affaire, à savoir l'agent comptable qui, à sa dernière comparution en août dernier, avait reconnu avoir prélevé 231 millions dans les caisses du CIAO. Le caissier, lui, nie toute implication dans l'affaire, arguant d'avoir été victime de cambriolage.
Tous deux devront attendre encore 2 semaines pour être situés sur leur sort, avec comme peine encourue 10 ans de prison ferme, une amende de 10 millions à chacun, en plus du paiement solidaire de la somme dissipée. L'éclatement d'une nouvelle crise dans la commune de Sapone fait la une de quelques quotidiens. Encore Sapone, clame l'observateur Palga, comme pour dire que c'est la crise de trop dans cette commune rurale. Par une conférence de presse, une structure locale crie à l'exclusion et à la patrimonialisation de Sapone. Selon les informations du journal, 2 élus du MPP se sont disputés le poste de maire après la reprise des municipales dans cette commune. L'un a pactisé avec l'opposition pour se faire élire au détriment du candidat officiel du parti et c'est le point de départ de cette nouvelle crise à Sapone. Les quotidiens burkinabés croisent leurs analyses sur la situation politique togolaise. Face à une opposition désormais sur ses grands chevaux, fort, toujours aussi fort, se demande le pays. Le pouvoir togolais semble n'avoir pas vu venir la vague qui déferle sur le pays, commente l'observateur Palga. Et aujourd'hui, Faso ajoute, pas de mouvement Y en a marre, ni balai citoyen ou filimbi, mais ces marées humaines ne présagent rien de bon au Togo. Sur le sujet, Citoyen conclut que le président togolais doit travailler à sortir de l'histoire par la grande porte pour ne pas, comme d'autres, la prendre à ses dépens. Et avant de prendre congé de vous, sachez que votre émission Santé Mag a lieu ce soir sur la RTB. Thème de cette émission, les avortements clandestins, une pratique de plus en plus fréquente avec de nombreux risques sur la santé. Vous en saurez davantage avec Maïmouna Dao et ses invités tout à l'heure en direct à partir de 21h. Vous pouvez aussi participer à cette émission en appelant au 25 40 79 03. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTB.